de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les Justes Baguettes. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Levons nos verres, c'est l'heure de l'apérovision. Hello les baguettes, j'espère que vous allez bien. On est tous là, Agathe, Camille, Maxime, et Maël, et moi-même Guillaume. On espère que vous allez bien, on est dans un beau cadre. Et en fait, aujourd'hui, on va se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne chanson Eurovision ? On a plein de pistes, on va débattre. Voilà, donc je te laisse peut-être commencer, mais avant tout ça, très important, on va trinquer. Oh yeah. Allez, Cheers. cheers, cheers. Oh là là, c'est très beau ce cadre pour trinquer. C'est pas mal, hein. Oh là là. On Quel va être plaisir. bien. Et du coup, Maël, je te laisse commencer. Je crois que tu nous as préparé un petit quelque chose. Ouais, carrément. Pour amorcer cette question, en fait, on s'est posé la question qu'est-ce qui gagne en fait à l'Eurovision ? Est-ce qu'il y a un petit peu une recette secrète qui a été appliquée sur les dernières éditions, sur les dernières chansons qui ont gagné ? Je me suis posé la question, d'autres se sont posé la question, et c'est pour ça que je vais faire un gros shout-out à Laetitia Béraud sur TikTok, qui est une super musicienne qui analyse des chansons et qui a analysé notamment les chansons des 20 dernières années. Et c'est pour ça que je vais me poser beaucoup sur son travail et ce qu'elle a analysé pour pouvoir vous expliciter ce qui a un petit peu gagné. Laetitia, Simer. Merci Laetitia, si tu nous regardes. Vraiment. Mais du coup, Laetitia, trop forte, a analysé les 20 dernières chansons qui ont gagné. Et vous vous en doutez, il y a quelques patterns qui reviennent quand même. Le premier, et les deux premiers, on va un petit peu enfoncer tes portes ouvertes. Le premier, c'est la thématique. La thématique, 42% des chansons gagnantes des 20 dernières années avaient comme thématique l'amour, forcément. Et 32% dernièrement avaient plutôt une thématique émancipation. Donc au sens large, c'est-à-dire émancipation de soi-même, et émancipation culturelle, émancipation au sens large. Et en fait, on peut regarder certaines mêmes dynamiques. Plutôt si on se concentre sur les années 2005 à 2012, par exemple, c'était surtout des chansons d'amour qui gagnaient. Je peux citer My Number One, Molitva, Fairy Tale, Satellite, Running Scared. Tout ça, c'est vraiment cette période 2005-2012 qui marquait les chansons d'amour. Après, on a une grande période 2014-2021 où on avait une grosse tendance à l'émancipation. Rise Like a Phoenix, Heroes, 1944, Toy, Ziti et Bonnie, tout ça, c'était vraiment des chansons qui étaient liées à l'émancipation. Et depuis 2021, on a un petit peu une alternance entre Tattoo, The Code, Tattoo qui était très une chanson d'amour, The Code plutôt une chanson d'émancipation sur justement le fait d'être non-binaire, Wasted Love, encore une chanson d'amour. Donc voilà, c'est les thématiques qui reviennent, c'est amour ou émancipation. Maintenant, au niveau du genre musical, pareil, grosse porte ouverte, vous vous en doutez, 80% des chansons gagnantes sont évidemment du folklore slovène, pas du tout, c'est de la pop, avec par contre des éléments de folk quand même. Okay. Et enfin, le plus intéressant du travail de Laetitia, ça a été vraiment sur tout ce qui va être la mélodie. Où là, elle avait une expertise assez folle que l'on n'a pas, on va pas se mentir. Elle a analysé les chansons de manière vraiment plus affinée d'un point de vue musical. Et une grande tendance qui était assez folle quand je l'ai vue, et je m'en rendais pas compte, c'est que 80% des gagnants de ces 20 dernières années sont des chansons qui sont en gamme mineure. C'est-à-dire que c'est pour 80% des chansons triste du coup, parce que gamme majeure, chanson plutôt joyeuse, gamme mineure, chanson triste. Les Européens sont donc des déprimés. Voilà, génial. Et l'autre tendance, je pense que vous en serez douté aussi, mais c'est bien de le rappeler, c'est que les chansons ont tendance à être simples. Donc simplicité des accords, premièrement, simplicité de la mélodie et aussi simplicité de la progression des accords.
parce qu'il y a certains patterns, des chemins plus faciles à emprunter dans la musique, et les chansons gagnantes les empruntent plus facilement. La chanson récente la plus complexe, ça a été Amar de Pelos Dios, forcément en portugais, même tout le monde se disait mais c'est pas une chanson Eurovision ça. Ça représentait bien le fait que c'était la chanson la plus complexe, là où la chanson la plus simple de ces dernières années qui a gagné, c'était Ziti et Boni. Qui est assez répétitif. En fait, on a tout de suite le rythme en tête. Voilà, très simple dans les accords, dans la progression, etc. Et le dernier point qui m'a pas mal étonné, qui m'a même intéressé, c'est que depuis 3-4 ans, il y a un facteur qui revient particulièrement, qui est qu'il y a de plus en plus une tension entre les accords et la mélodie. Par tension, par exemple, je vais prendre un exemple assez marquant, c'est celui de Nemo, il y a 2 ans. Nemo, en fait, si vous regardez le pré-refrain, il y a des accords dissonants qui sont marquants dans le pré-refrain, qui viennent en fait s'éclairer par le refrain. Ça s'explique mélodiquement parce que les accords dissonants montrent en fait une personnalité aussi qui cherche à trouver sa place, etc. Ça s'explique émotionnellement et narrativement dans la chanson. Et la conclusion vient du refrain qui, lui, est vraiment dans les accords, pleinement dans la mélodie. Et on le retrouve aussi dans Wasted Love, où en fait, au début, vous avez des accords descendants qui font comme si Gigi coulait dans la chanson, coulait d'amour, pour au final se retrouver dans la chanson. Et ça crée une espèce de tension narrative avant le refrain qui vient être une libération de la chanson. Donc c'est un petit peu les facteurs clés musicaux qui ressortent des derniers gagnants des dernières années, mais je pense que la question plus intéressante, ça serait de savoir pour vous qu'est-ce qu'est une chanson gagnante, qu'est-ce qu'est une chanson intéressante de l'Eurovision, et peut-être que qui veut se lancer en fait. Avant qu'on commence, j'aimerais dire qu'on ne se pose pas en expert, hein. On n'est pas du tout en train de dire qu'on va donner la bonne recette. On va parler de notre avis personnel, on va essayer aussi de le confronter à ce qui fonctionne en réalité, hein. Mais chacun vient présenter son point de vue, ce qu'il aime voir à l'Eurovision, qu'est-ce que c'est une bonne chanson pour nous finalement, et puis voilà, voir ensemble ce qu'on a à proposer. Agathe, non? Ouais, Agathe. Allez. Ok, ravie, enchantée. Enchanté. Alors moi j'aimerais qu'on commence par parler de la langue. Parce que la langue c'est un sujet, moi ça me tient vachement à cœur. J'ai été heureuse de voir qu'en 2025, il y a eu énormément de langues natives, langue du pays, qui... Comment on dit, Camille? je ne sais plus, langue native. Appel à un ami. Maternelle, ça marche, native. Ok. Les langues maternelles des pays. Il y en a eu énormément en 2025 de représentés. Mais ça, c'est mon goût personnel. Et comme l'a dit Maëlle, la plupart des chansons gagnantes étaient en anglais. Mais quelle question ça pose? Eh bien, je peux prendre l'exemple de notre chère Louane, maman. Maman, nous, on a compris les paroles, on a pleuré, on était très émus. Mais malheureusement, il semblerait que le public n'ait pas compris cette chanson. Ni l'allégorie avec le sable, le temps, tout ça. Oui, donc peut-être que l'anglais, c'est une bonne idée. Parce que l'anglais, au moins, tout le monde comprend. Ou l'anglais, ou revenons-en à ce qu'on ne cesse de se dire entre nous, et puis on l'a même déjà dit dans les épisodes précédents, les sous-titres. S'il vous plaît, l'UR, réfléchissez de façon collective à cette décision. N'hésitez pas à mettre des sous-titres anglais sur toutes les chansons finalement. Ou des sous-titres du pays. Oui, pardon, des sous-titres dans la langue, dans la langue du pays éventuellement, mais mettre tout le monde sur le même pied, c'est-à-dire rendre les chansons accessibles finalement. C'est ça. Parce que c'est peut-être ça qui manque. Et en même temps, peut-être que le fait de ne pas le faire, c'est un choix parce que la chanson, elle est universelle. Et en fait, nous, on a aimé des chansons dans notre carrière d'Eurofan. On a aimé des chansons qu'on n'a pas comprises. Faut le dire. Moi, je prends Choum de Goé. J'adore cette chanson, elle me rend folle. Je ne comprends pas un traître mot de ce qui est dit. Et elle me rend folle. Et je la chante avec ardeur. Prenons un phénomène aussi, je pense à Constracta. Personne n'a rien compris, mais qu'est-ce qu'on a aimé cette chanson. Enfin, c'était extra, quoi. Mais ça, je pense que ça marche avec le télévote. Et pour moi, ce que j'ai réfléchi un peu, je pense que l'anglais, c'est surtout très accessible pour le jury. Parce que je trouve que le jury, déjà sur les 3
les 3 dernières années, peut-être même les 4, c'est toujours des chansons en anglais qui topent le jury et pas forcément les chansons. Le télévote, ça peut être des chansons qui peuvent être soit en anglais ou alors dans d'autres langues. Je pense que l'anglais, c'est surtout pour le jury qui va plus faire attention aux paroles et que je pense que le télévote va plus faire attention aux mélodies. Moi, je vois plus ça comme ça. Je suis pas sûre, parce que mine de rien, les gagnants des jurys ces dernières années, c'est quand même des performeurs sur le plan vocal. Tu vois ? Aussi. Et ils sont très bons sur le plan vocal. Est-ce que c'est corrélé au fait que c'est en anglais ? Je sais pas, mais... Ouais, et en fait, moi, tout ça, ça me fait dire aussi que une grande dominante pour moi et ce qui marque l'Eurovision, c'est la dimension culturelle en fait qu'apporte chaque pays. Chaque pays a sa dimension en fait très différente. La France, on aime bien envoyer des chansons françaises et je remercie la délégation d'envoyer des chansons françaises surtout parce que c'est encore une fois une manière de marquer le pays et c'est pour ça que moi aussi je voulais dire que pour moi une chanson Eurovision, c'est une chanson folklorique, ou en tout cas qui a une dimension à une certaine mesure folklorique. Je ne demande pas d'avoir des claquettes et de tout ça pour l'Espagne, par exemple, mais je demande d'avoir ce petit truc où on se dit « Ah bah oui, c'est la Grèce parce qu'il y a ça, c'est l'Albanie parce qu'il y a cette dimension qui revient. » Attention, parce qu'il ne faut pas tomber dans le cliché non plus. Typiquement, la France, il faudrait du coup qu'on ait de l'accordéon. Ça ne fonctionne pas. Non, mais si on veut être dans le folklore français... Alors, un des points que moi je me suis noté, c'est que, en effet, je pense qu'une dimension culturelle, c'est essentiel. Il faut que ça soit, à un moment, une image du pays qui est représentée. Ça, je te rejoins à 100%. Le folklore, ça marche dans des pays qui sont folkloriques et qui ont un folklore fort. Ou qui ont un folklore fort, ou qui ont un folklore qui est encore au goût du jour. Le folklore français, il est dépassé. Aujourd'hui, la France actuelle, la France moderne, elle n'est plus folklorique. Donc, est-ce qu'on peut encore mettre le folklore au centre pour nous ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut rester à l'image de son pays, en effet. Mais c'est important, par contre, d'avoir des éléments forts. Et typiquement, une Barbara Pravi, c'était une incarnation moderne de Piaf. On a beaucoup dit. Et donc, de notre folklore, de notre histoire française, etc. C'est une célébration de la culture d'un pays. Ça, je suis d'accord. Attention à ne pas tomber dans le cliché. Il y a des pays qui l'ont fait plus ou moins bien. Hein. On se souvient des Polonaises qui lavaient leur linge, là. C'était des Polonaises, hein. C'était des Polonaises. Qui lavaient leur linge de façon folklorique. Sensuel. Non, mais voilà, faut pas... Je pense que le cliché est pas toujours bon. Mais je te rejoins, par contre, l'Eurovision, c'est une carte postale, c'est une vraie vitrine sur la culture de chaque pays. Je pense que ça, c'est important pour chacun de s'en saisir. Voilà. Qui veut prendre la Quelqu'un suite, d'autre a Guillaume un autre argument à nous donner ? Allez, je continue. Moi, j'avais marqué... Alors, vous allez croire que je vais reprendre Love Love Peace Peace, mais j'y ai pensé. Après, j'ai pensé... C'est aussi marqué dans Love Love Peace Peace. Un début de chanson qui envoie, quoi, qui marque. Je pense que dès les premières secondes, il faut capter l'attention de la personne qui regarde à la maison. L'exemple parfait, c'est Euphoria. Tu vois, ça commence vraiment fort. Et du coup, derrière, tu as envie d'écouter la suite. Et ça envoie. Il y a JJ, je trouve que ça commence par le piano. C'est lent, mais en même temps, tu as envie de suivre la suite pour voir où est-ce que ça progresse. Il y a vraiment, je pense, l'attention dans les 3 premières secondes, c'est très important. Ouais. Moi, je parlerai pas des 3 premières secondes et je parlerai pas de tension à l'intro. Mais en fait, je reformulerai peut-être ton idée parce que je pense qu'on est d'accord, mais qu'on le formule pas de la même manière. De tes exemples, en fait, je parle moi plutôt de tension dramatique claire. C'est-à-dire que la musique ne peut pas être linéaire. On peut pas avoir 15 fois dans les 3 minutes la même mélodie, le même retour. Ce qui a pu être reproché même sur certaines sélections françaises dernièrement, on se dit ok, encore pareil, ok, s'il n'y a pas de build-up, etc. La tension doit être claire, en fait, et progressive. En fait, il doit avoir cette progression naturelle entre la narration de la musique et l'émotion, que ça aille crescendo et qu'on ait, en fait, le climax qui soit les derniers instants. Et tu prenais l'exemple de Euphoria, en fait, moi, je l'analyse un petit peu différemment. La première minute, je vois plutôt un couplet plutôt intime, là où, en fait,
l'arrangement en fait s'étoffe au fur et à mesure avec des cordes, des percussions, des nappes électro qui viennent compléter la proposition de Lauryn, et ce qui fait que même visuellement on a cette progression narrative avec à la fin la danse, le vent, la neige, tout ce qui fait que y a ce climax qui arrive à la fin. Ouais, moi je parlais plus aussi de capter l'attention, attention, genre à l'apostrophe attention, mais je suis d'accord aussi avec ce que tu dis. En fait, on rejoint un peu globalement Euphoria. Après, je trouve que ça envoie quand même assez vite, pour le coup, mais je suis d'accord qu'il y a une progression linéaire et c'est aussi quelque chose qu'on peut attendre dans une bonne chanson Eurovision, une progression. Ça s'attendra à la suite, mais aussi avoir quelques surprises. Je pense qu'on y reviendra. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je vais peut-être contrebalancer un peu avec tout ce que vous dites. J'ai l'impression qu'en fait, ce qu'on estime être une bonne chanson pour l'Eurovision, ça dépend aussi de comment on perçoit l'Eurovision. Dans le sens où il y a des clichés, on le sait, autour de l'Eurovision, et que moi, j'ai pas la même vision de l'Eurovision que quelqu'un qui va peut-être trouver ça ringard et qui finalement va se dire ok, une bonne chanson pour l'Eurovision, c'est peut-être une chanson ringard parce que c'est bien fait pour ça. Moi j'estime qu'en fait, à partir du moment où on se pose la question, en fait, n'importe quelle chanson pourrait aller à l'Eurovision, il n'y a pas de souci. Maintenant, ce que je vais rechercher et ce que je trouve important dans une chanson pour qu'elle puisse peut-être gagner ou en tout cas sortir du lot, déjà, premièrement, c'est que elle sorte du lot et qu'elle crée un moment et que oui, effectivement, elle se dégage des autres chansons. Et puis surtout, c'est qu'elle soit incarnée par un artiste qui ait à la fois un univers, qui soit sincère, qui chante avec vraiment une honnêteté, avec sa personnalité et que ce soit authentique. Et ça, je trouve ça important. Je veux juste rebondir sur ce que tu as dit un peu plus tôt, que voilà, il y a des clichés autour de la chanson Eurovision, peut-être un peu ringarde, peut-être un peu datée, peut-être un peu kitsch. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un mot qui revient énormément. Kitsch. On constate cependant que ça fonctionne, le kitsch. Ça fonctionne vraiment bien. Regardons les derniers résultats du télévote. Un Cha-Cha-Cha, il pète tout. Tommy Cash, il pète tout. C'est vrai. Oui, mais est-ce que c'est ce qui gagne ? Ça ne gagne pas. Voilà. Grâce au jury. Bah oui. Parce que si c'est 100% public, finalement, ce qu'on reproche à l'Eurovision, c'est aussi ce qu'on lui réclame. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui ne regardent pas d'ailleurs, qui nous disent l'Eurovision c'est kitsch. Et puis, moi, j'ai des amis ou des gens autour de moi qui ont regardé l'Eurovision cette année pour la première fois et qui m'ont dit « Ah, Tommy Cash, j'ai adoré !» Et je me suis dit « C'est là qu'il est hyper fort, ce gars. » Parce qu'en fait, il produit tout ce que moi, en tant qu'Eurofan, j'exècre, c'est-à-dire un truc hyper kitsch qui est le cliché de la chanson Eurovision. Ouais. Bah ouais, mais ça marche en fait. C'est le cliché de la chanson Eurovision d'il y a 20 ans finalement. Mais ça marche quoi. Et à la fois c'est un constat terrible et à la fois ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il y a des standards. En effet, ça gagne pas. Parce que, fort heureusement selon moi, il y a un jury qui vient contrebalancer ça et qui vient mettre des standards artistiques qui sont essentiels, qui viennent remettre l'art au centre finalement. Parce que sinon, l'Eurovision, ça serait juste a lot of fun, quoi. Ça serait juste drôle. Et ça serait des drôleries sur drôleries. Et finalement, un groupe comme Moustache, bon, ils ont pas scoré au public. Mais voilà. Non, mais finalement, on peut tomber que dans des performances comme ça après. Donc, tout à fait. Mais en revanche, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est-à-dire que des artistes qui le font avec sincérité, c'est hyper important. Et qu'on un fort univers qui développe voilà. et qui met en avant grâce à ça. Typiquement, je peux lui reprocher tout ce qu'on veut. Tommy Cash l'a très bien fait. Oui, il est arrivé avec son univers. Et ça, en fait, il crevait l'écran, ce gars. Et à nouveau, je n'aimais pas du tout la chanson, mais à l'Eurovision, on ne peut pas lui reprocher. Il fait une performance, il crève l'écran parce qu'il est ce qu'il est. Il incarne son personnage à 100%. Bravo à lui pour ça. Je suis capable de me remettre en question. D'accord ? Toujours, c'est important. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Non, on n'a pas changé d'avis sur la chanson, mais on reconnaît voilà, le travail. Le travail. Voilà. Oula, voilà. On va s'arrêter là. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre ? Oui, moi. Alors, moi, je voudrais qu'on parle, parce que l'histoire sur Tommy Cash et que les Moldus ont adoré, c'est vrai. Tout le monde me l'a dit au travail. Tout le monde m'a dit
Ah, t'as vu l'Eurovision, le gars qui chante sur le café, c'était incroyable. Moi, je les ai regardés, j'ai dit non, j'ai pas aimé. Parce que, encore une fois, c'est comme ça qu'eux voient l'Eurovision et moi, je ne le vois pas pareil. Tout ça pour dire que, pour moi, une bonne chanson Eurovision, elle se complète avec sa mise en scène. Alors, la mise en scène, on a vu des vertes et des pas mûres à l'Eurovision. Hein. On a vu des choses très réussies comme des choses très ratées. Des papillons. Les papillons. Mais tout ça pour dire que, pour moi, une bonne chanson Eurovision vient être complétée par une mise en scène innovante. Dragon. Une mise en scène qui est au service de la chanson. Par exemple, pour vous citer une mise en scène qui n'était pas au service de la chanson et qui du coup a empiété sur la qualité de la performance, pour moi c'est la Grèce 2021. Let's Dance, Stéphania. Ah oui, oh là là. Le décor la vert. pauvre. Elle était bien la chanson. Hein. La chanson était cool, Ah ouais, mais mais à l'Eurovision, compliqué quoi. Compliqué. Et je peux citer la mise en aussi, scène, compliqué. ouais, la mise en scène compliquée. Donc le résultat global est quand même compliqué à regarder quoi. Bonne idée d'innovation originale, enfin quelque chose qui s'est pour le coup pas souvent fait. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on revient dans le kitsch, on revient dans le cliché. Ouais, par contre oui. Mais tu vois, Et moi, je voudrais parler des trompettes aussi, de l'Angleterre. Les trompettes de l'Angleterre, James Newman, je l'aime bien, hein, mais le résultat global est très raté selon moi. Voilà. Et pour citer un dernier exemple qui pour moi est une mise en scène innovante au service de la chanson, eh bien la plateforme de micro-ondes de Nemo. Hein. C'est incroyable. Ah oui. C'est incroyable. Et ça a marché de ouf parce que c'était en accord avec la chanson, avec le propos. Et c'était aussi un peu, sobre, tu vois. Il n'y avait pas de paillettes, il n'y avait pas d'explosion, il n'y avait pas de trucs comme ça. Et au final, le résultat est très cohérent et très artistique et avant-garde un petit peu. ouais. D'accord. Mais pour le coup, il n'y a pas besoin, selon moi, d'être avant-garde pour être gagnant. Ziti et Bonnie, en fait, c'est une batterie et gros des jeux de lumière qui sont très smart, mais comme l'a fait Cha 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 après, etc. Là où on a tenté en France des innovations, je pense même à un niveau mineur, je pense à Bilal Hassani qui a essayé des hologrammes sur son visage qui étaient plus ou moins bien calibrés, qui n'apportaient pas grand-chose. Et pareil, on n'avait pas besoin de ça. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc, et tu le dis bien, et toi aussi, hein, c'est que les innovations, oui, il faut qu'elles soient maîtrisées. En fait, tenter pour tenter, non. Last Dance, le problème, c'est que ça se voyait bien que c'était brouillon. Enfin, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors que c'était pas une mauvaise idée, cette performance. C'était pas une mauvaise idée du tout. Mais ça aurait pu être tellement mieux fait. Et en fait, je pense que c'est essentiel quand on arrive avec une innovation, bah voilà, de le maîtriser parfaitement. Ce qui a marché avec Nemo, et tout le monde se l'est dit. À nouveau, Nemo n'était pas du tout mon gagnant. Je l'ai vu sur scène, j'étais dans la salle, je me suis dit, ok, il va gagner. Et il mérite de gagner. C'était extraordinaire parce que c'était maîtrisé. C'est-à-dire que lui maîtrisait sa plateforme. Sur le plan technique, c'était une prouesse. Enfin, bravo quoi. Et ça, c'est important, je pense, de venir avec des choses qu'on maîtrise. Je me dis, à l'Eurovision, c'est pas le moment de tenter des trucs farfelus quoi. Ouais, ça me fait dire, en fait, dans cette maîtrise, ça me fait soulever un autre point qui n'a pas encore été évoqué. C'est cet effet surprise, twist. On parle toujours des 15 secondes qui restent à l'écran et qui sont le récap de l'Eurovision et qui tournent pendant les votes. Bah, en fait, quand tu reprends les dernières chansons gagnantes, il y a toujours les 15 secondes marquantes, le twist, l'effet surprise. Nemo, ça a été le moment où il a chanté en opératique. Ça a été le même moment pour... il tourne en opératique. Ouais. Voilà. Et il y a eu cet effet surprise qui était exceptionnel. Il y en a d'autres de chansons pas gagnantes qui avaient cet effet surprise, mais qui ont très bien performé, qui se sont bien classées. Et typiquement pour moi, j'ai un exemple de chanson qui est l'exemple parfait que tu as cité de chanson Eurovision, Nesk, c'est Choum. Choum, pourquoi ? Parce que en fait, tu as tous les éléments qui sont... Dommage, c'est pas grave. C'est l'accident. On continue. Est-ce que vous l'avez eu dans le micro celui-là ? Parce que Choum, si on devait retenir quelque chose qui colle à tout, c'est une œuvre qui est radicale, qui a une esthétique nationale, qui chante en ukrainien. Je crois que ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas non plus chanté totalement en ukrainien. Qu'il y a cette fusion que j'apprécie particulièrement entre l'électro et la folk, qui est pour moi un élément, enfin, j'aimerais bien que la France, si elle gagne un jour, ça soit pas une balade. Mais ça, c'est un aparté. On n'avait pas tenté ça avec des Bretons, je crois, un peu Oh. d'électro-folk. Laissez-moi. Et
en finalité, il y a ce moment impressionnant, ce twist dans Shoom, qui est le moment de rave, où ça part. Et en fait, ce qui est hyper intéressant à analyser avec Shoom, c'est que si on la regarde bien, ce n'est pas une chanson radio-friendly. Pas du tout. Et en fait, c'est même la négation même du formatage Eurovision, parce qu'il n'y a rien d'eurovisionnesque là-dedans, qui en fait qu'elle en est une chanson Eurovision. C'est précisément ce qui a séduit les Européens. Donc c'est assez fou de se dire que, en fait, on en revient même à ce que tu pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de recette, et c'est une bonne recette. Ouais. Et il y a autre chose que peut-être j'ai observé aussi, que je trouvais intéressant, c'est que si on regarde des Cha-Cha-Cha, des Tomikas justement, peut-être Shoom aussi, pour moi ce sont quand même des chansons relativement clivantes, Oui. je trouve, dans le sens où on aime ou on n'aime pas. On déteste, mais non. Et j'ai l'impression que être une chanson clivante, c'est pas forcément l'atout principal pour gagner l'Eurovision. Non. J'ai l'impression que Non, ça gagne pas. finalement, une chanson gagnante doit plus rassembler qu'elle ne divise, dans le sens où si c'est trop clivant, ça va éclater du coup les votes, là où finalement les personnes vont préférer donner leur vote aussi à des chansons qu'ils aiment bien, et celle qui rassemble le plus de votes gagne. Donc c'est pour ça aussi j'ai l'impression que les chansons clivantes ne gagnent pas. Il y a ça et il y a le jury. En fait, le jury, il va jamais le jury. voter pour une chanson complètement farfelue. Enfin, ça, c'est un état de fait aussi. Excuse-moi, mais la vérité se trouve peut-être justement à mi-chemin entre le jury et le public. Mais précisément. Et une chanson trop jury ou une Consensus. chanson trop public, ça passe pas. On en a pas mal parlé en off. On repensait à et si Mans était revenu cette année. Ouais. Guigui et moi, en tout cas, on est persuadés qu'il aurait gagné. Je pense qu'il aurait pu gagner aussi. Parce qu'il aurait pris le jury et une bonne partie du public. Ouais. Très consensuel comme chanson. Revolution de Mans, des Merlot. Oui, mais on vous invite à l'écouter. C'est la chanson consensuelle qui gagne l'Eurovision. Voilà. C'est vrai. Et qui a l'effet surprise à la fin. Exactement. Et qui a la tension dramatique où ça monte. Il y a tout. Enfin, oui. Voilà, ça aurait pu. Du reste, moi, je voulais aussi ajouter que je pense qu'aujourd'hui, on a aussi besoin de chansons qui sont dans l'air du temps. Qui sont, ou alors, au contraire, tout à fait intemporelles. Une chanson comme Amor pelos dois du portugais, elle est intemporelle. On l'écoutera dans 20 ans, elle n'aura pas vieilli. Non, elle arrive parce qu'elle est déjà vieille. Non, mais c'est vrai, elle est Il n'y a déjà pas de vieille. consensus, hein, là pour le coup, Non, mais- il y a un gros clivage. Hein. On n'est pas enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. Il y a beaucoup d'Eurofans qui sont surpris de la victoire de cette chanson. C'est une chanson Mais intemporelle. il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi Mais quand bien même. sûr, mais elle traverse les âges. Et en ça, c'est très fort. Maintenant, je pense que aujourd'hui, proposer des chansons modernes ou qui viennent surprendre par leur modernité ou qui viennent parler à une époque, de Code, de Nemo, c'est So 2024. Et c'est génial parce que c'est une capture de l'époque. C'est fabuleux qu'on ait des témoignages de ça. Et les chansons de l'Eurovision, les gagnants de l'Eurovision à travers les âges, mais c'est génialissime d'observer l'évolution de ça. Parce que on voit une Laurine, on en reparlera, hein. En 2012, c'est une révolution, hein. Et en même temps, c'est So 2012. C'est vrai. Mais c'est important. C'est son époque, et un c'est marqueur. C'est vrai, non, mais ça témoigne de l'époque. Et même cette année, finalement, JJ, tu vois, je trouve qu'il y a une recrudescence un peu du monde techno. Et à la fin, il y a un drop qui est techno. Et ça gagne. Alors, ça gagne parce que le jury adore, mais quand même, il y a un consensus. C'est ce qu'on se dit. Donc, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, il faut que ce soit dans l'air du temps, soit intemporel. Mais par contre, il faut qu'il y ait un juste milieu, quoi. Parce que si tu tapes pas dans le mille, tu gagneras jamais. Exactement. Et je dirais même peut-être qu'il y a une histoire de contexte là-dedans, dans le sens où une chanson qui gagne aujourd'hui peut-être ne gagnerait pas dans 5 ans ou n'aurait pas gagné il y a 5 ans, parce que je pense que l'état d'esprit global des Européens change aussi au fur et à mesure. Et des fois, Oui. on a envie de nostalgie, des fois, on a envie de joie, des fois, on a envie d'euphorie. Et en fonction de cet état d'esprit-là et peut-être du contexte dans lequel on se trouve, telle ou telle chanson n'aurait pas fait le même résultat Mais suivant je suis les d'accord. Et années. il y a énormément de chansons où je les réécoute et je me dis, tiens, cette année,
ça aurait gagné. Pas forcément parce que le niveau est plus bas ou plus élevé, etc. Mais aussi parce que je me dis, c'était un peu trop en avance sur son époque. Des trucs, ouais, voilà. Je pense, alors, on y reviendra peut-être aussi parce que j'en avais en parler, mais en 2015, il y a Aminata pour la Lettonie qui présentait Love Injected. Et moi, je pense que c'est arrivé 3 ou 4 ans trop tôt. Parce qu'elle a envoyé un truc assez futuristique, assez, je sais pas, dark. Et c'était pas le mood de l'époque. Je pense qu'en 2018-2019, ça aurait cartonné. Et en plus, c'est aussi un autre point sur une chanson des chansons que je trouve bonnes pour l'Eurovision. Et c'est surtout, on en parlait un peu, c'est des chansons qui sont écrites, qui sont composées, qui sont interprétées par le même artiste. Et même l'artiste a aussi une vision sur la DA et la mise en scène. Je pense que, alors ça c'est peut-être un point de vue plus personnel. Pour moi, ça c'est une bonne chanson Eurovision parce que c'est quelque chose que personnellement moi j'apprécie de voir et je pense que le jury apprécie de voir ça. Je pense par contre que le télévote n'en a rien à carrer. Ben oui, Voilà. parce que non mais prenons même JJ cette année, c'est pas lui qui a, enfin, il a co-écrit, il me semble, sa chanson, mais Oui. mais en fait il est aidé d'autres artistes et ça arrive fréquemment. En fait, je pense qu'on s'en fout finalement de qui la compose. On en a beaucoup parlé. Le charisme de l'artiste, ça c'est important. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais par contre, dans la composition et dans le fonctionnement des chansons, de leur construction même, et ça je pense qu'on a tous un petit point là-dessus à évoquer. Il faut écouter les gars. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'on va on va se battre là, je crois. Non, dans la construction de la chanson, moi je dirais qu'un bon bridge, c'est toujours... donc le bridge c'est le pont. Celui d'Avignon est pas mal. Celui d'Avignon n'est pas mal du tout. Qu'est-ce que c'est le pont? C'est généralement milieu-fin de chanson. C'est la transition entre le milieu et la fin de chanson. Ah ouais. C'est une espèce de... Arrête de te moquer, toi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui sépare deux terres en fait, et avec de l'eau au milieu. Non. Qu'est-ce qu'il est Sortez-moi drôle. de là. Je suis fatiguée. On peut le balancer à la flotte, hein. C'est juste. Dites-nous dans les commentaires si on le balance dans la flotte. Voilà, Allez-y, nous, fais chaud. est-ce qu'on balance Maxime dans la mer? Voilà, on attend vos réponses. On mettra un sondage. Si à partir de, allez, on va dire Septembre. 2000 likes, on me balance dans la mer. Oh, atteignable. Je vais créer 2000 faux comptes. Du reste, je disais, donc, qu'est-ce que c'est le pont? Eh bien, c'est, voilà, généralement entre le deuxième couplet et le dernier refrain, c'est un moment qui va permettre de construire une espèce de progression, une montée en puissance, jusqu'au dernier refrain qui vient exploser. C'est un moment qui sort du schéma de la chanson, qui va proposer un moment un peu unique, et on sent bien que ça monte, ça se construit, ça se construit, ça se construit, et c'est un moment de montée en puissance. Je trouve que quand une chanson à l'Eurovision, elle a ce moment fort là auquel on accroche, pour moi c'est un des essentiels. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de construction des chansons Oui, moi je pensais à quelque chose qui est de plus en plus dans les chansons de ces dernières années. C'est le dance break. Oh my god. Dance break. Le dance break, faut en parler parce que là, l'année dernière, c'était quand même pas affligeant, mais genre c'était quand même effarant d'en voir autant de dance break. Il faut arrêter. Vraiment, faut arrêter. Alors moi, je C'est pense pas qu'il faut arrêter. Je pense qu'il faut juste le faire avec goût et avec maîtrise. On y revient. Il faut juste maîtriser son dance break en fait, parce que sinon, Faut que ça soit naturel. faut que ça soit naturel, faut que ça soit cohérent avec la storyline de la chanson aussi. Parce que, excusez-moi, je vais que citer des trucs de 2025, mais Adonis. Ça marchait pas, mais on a des exemples exceptionnels. Chanel, Bah, en fait, pour ne citer qu'elle. Excusez-moi, c'était Ouais. l'exemple parfait La reine. de dance break. La reine du dance break. avant ça, Bravo, il y a Chanel. eu, la deuxième après Toy. Eleni Fouera. Bah oui. Ouais. Non, Fuego. pour moi, c'est elle. C'est elle qui a inventé le dance Ouais, break. ouais. Je sais pas si c'est vraiment un dance break parce que vraiment elle dansait à peu près pendant toute la chanson. Vraiment. Après, je pense que Chanel c'était la perfection du dance break et après il y a eu une tendance de tous les candidats qui avaient une chanson un peu punchy, un peu pop, de rajouter un petit dance break dans le bridge. Typiquement Blanca de Pologne. Catastrophe, ça n'avait rien à foutre là. Après, il y a rajouté les petits effets, mais on a vu, hein, ma grande. Et non, je pense que le dance break, c'est bon. On peut arrêter. On en a eu pendant 3 ans. Soit il est vraiment bien, soit il sert la chanson parce que c'est une chanson qui en a besoin, ou alors c'est une chanson
où justement c'est à propos. Non, mais on va pas aller le rajouter pour rien. Je pense aussi à l'Arménie de 2023, Brunette, qui avait fait Future Lover. J'étais pas convaincu de l'utilité. Elle a fait un dance break et on l'a vu arriver, et il a terminé, et j'étais là, ouais, pourquoi? Voilà. Mais en fait, il y a une raison de pourquoi quand même, c'est que beaucoup de ces chansons à l'origine font moins de 3 minutes. Et du coup, il y a cette règle, vous le savez, de 3 minutes maximum. Donc ça veut dire 3 minutes exploitables. 3 minutes de temps d'écran. Donc pourquoi se contenter de 2 minutes 40 quand on peut faire 3 minutes? Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut pas rajouter de paroles ni de couplets? On danse ou Oui. on fait un break. Et puis, Voilà. il y a un aspect performance. Quand c'est des bonnes danseuses ou des bons danseurs qui le font, c'est top. Je reprends Unicorn, pareil, elle nous avait fait un dance break dingue. La candidate israélienne Noah Kirel, ouais. Elle a fait une performance dingo. Je me souviens, elle m'a dit, wow, c'est quoi ça? J'ai Mais- pas vu venir. Ouais, c'est vrai, mais ça pose une question parce que je trouve ça délicat du coup qu'une chanson doive être transformée entre guillemets ou en tout cas modifiée dans sa structure, son intégralité, au-delà d'un revamp parce que voilà, il y a une version studio, une version qui marche mieux en live, etc. Bon, d'accord, ça encore c'est autre chose, mais pour moi, modifier la structure même de la chanson, bah, je trouve ça délicat parce que c'est vrai que pour moi, une chanson qui est vraiment un objet artistique devrait ne pas être altéré et devrait être proposé en son état comme l'artiste l'a imaginé, l'a pensé, l'a construite. Et je trouve ça, voilà. L'Eurovision, 95% du temps, on est sur une... Désolé, hein, ça va être hyper cru comme terminologie, mais on est sur une chanson produit. Mais produit au sens supermarché. Bah oui, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une chanson populaire, c'est de la pop, qui doit après avoir une performance aussi commerciale accrue, avec tous les éléments de synchronisation à la télé, passage en radio, faire exploser l'artiste. Et donc, de ce fait, on est sur une petite recette, 4 fromages ou bolognaise de la musique. Qui prend la suite? Est-ce qu'on a d'autres idées là? Alors, moi, je voudrais juste rajouter un truc qui m'est venu en vous entendant parler parce que vous êtes tellement intéressant et tellement formidable. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Tout va bien. Je pense que c'est important que la chanson soit composée pour l'Eurovision. Parce qu'on a l'exemple de Louane l'année dernière. Sa chanson n'a pas été composée pour l'Eurovision. Bah non, elle n'a pas été composée pour l'Eurovision. Pardon. Continue, mais développe. Mais pour moi, je trouve ça mieux que la chanson puisse exister sans avoir été Non. façonnée pour l'Eurovision. Alors, je vais nuancer mon propos, Maxime, si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie, Agathe. Merci beaucoup. Alors, je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas été composée pour l'Eurovision, car effectivement, on a senti tout de suite en écoutant Maman la première fois qu'il nous manquait quelque chose. Tout ce dont on a parlé, nous, on pense qu'on a besoin d'une surprise, on a besoin d'un drop à la fin, d'une montée en puissance, que malheureusement, il nous manquait avec Maman. Et peut-être que si la chanson elle avait été composée dans un autre contexte, peut-être qu'ils auraient rajouté ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est une volonté de l'avoir gardée telle qu'elle ou de ne pas l'avoir montée en puissance? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Tout va bien. Ouais, mais et Vous d'un êtes autre d'accord ou côté, moi, j'aurais trouvé ça dommage qu'on puisse gagner avec une chanson. En fait, j'aurais aimé que l'artiste qui gagne avec sa chanson, ce soit, alors qu'il l'ait écrit pour l'Eurovision, ok, mais alors à ce moment-là, encore une fois, on va parler de sincérité et qu'en fait, ça vienne de lui, de ses tripes. Ah oui, mais ça n'a rien à voir. Moi, je Bah, te parle de la forme je de la trouve- chanson. Je trouve un petit Je peu parle parce pas du que fond. à partir comme je le disais juste avant, à partir du moment où tu altères la forme, quelque part, c'est comme un peintre qui finalement on va venir pour une exposition modifier la peinture Mhm. parce que ou les couleurs parce que finalement dans la globalité de l'exposition c'est plus joli de cette manière. J'en viens Et à trouve autre ça chose. dommage. Je suis d'accord avec toi, Maxime. J'accepte ton opinion. Il n'y a aucun problème. C'est nous ok. acceptons collectivement. Collectivement. Ton opinion. Je viens nuancer mon propos en parlant parce que l'exemple de Sissal m'est venu en tête. Alors Sissal, elle nous a raconté en interview que sa chanson elle a été composée pendant une résidence de composition et qu'en fait ils ont trouvé le gimmick allô pour écrire la chanson. Donc on en vient au gimmick que moi je trouve que c'est un truc hyper important pour, pour composer une chanson pour l'Eurovision. Donc là elle est partie de son gimmick et elle a trouvé une chanson qui est ultra Eurovision, on est d'accord. Hallucination, c'est
un produit pur Eurovision. Et pour le coup, ça passerait quand même en radio à côté, tu vois. Comme Maman, elle a pas gagné. Et bon. elle a fait 2 points au public. Elle a fait 2 points, Michel. Mais tout ça pour dire que moi, je pense que si la chanson est composée pour l'Eurovision, elle est de fait plus adaptée. Et si on a un bon gimmick, on a une meilleure chanson pour l'Eurovision. Moi, je trouve qu'on a un point qu'on n'a pas du tout abordé et qui serait aussi intéressant d'aborder, c'est toutes les chansons que je qualifierais d'anomalies. C'est-à-dire des chansons qui n'ont pas fait un super bon classement à l'Eurovision et pourtant qui ont explosé à la suite. Je pense à Snap, je pense à la musique des Portugais là, de cette année, Deslocado. qui est en tendance sur TikTok et qui, à l'heure où on parle, a plus de 650 000 TikTok qui sont sur cette chanson. C'est énorme, hein, vraiment, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Donc voilà, qu'est-ce qu'on explique? Est-ce que ce sont des chansons finalement Eurovision aussi? C'est quoi votre avis? Après, il y a une question d'algorithme, de trend TikTok aussi. J'allais dire, Je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup d'impact la là-dessus. puissance des réseaux sociaux. Je pense qu'il y a des chansons qui sont faites pour être reprises et mises sur les réseaux sociaux et que ça trend en fait. Voilà une deuxième vie sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Il y a eu une reprise de Emma, j'ai plus son nom de famille, je suis désolé. Musca Surtout pas. Non C'est... Ah, pardon. Une jeune chanteuse d'opéra hollandaise qui l'avait reprise. Ah oui, c'est ça, exactement. Bon, je Mais mets bien ma Musca. Je confesse qu'en ma qualité de vieille personne, je comprends pas du tout TikTok et le pourquoi du comment. Il y a des trucs qui explosent comme ça, genre Snap. Enfin, c'est une chanson hyper. Oui, c'est une chanson Bonsoir, frère hyper Kevin. radio-friendly en fait. Finalement, c'est ça. C'est des bonnes chansons, pas toutes si bonnes pour l'Eurovision finalement, puisqu'on voit qu'elles scorent pas tant. Mais c'est des chansons radio-friendly. Il y a un moment. Mais après, ça, c'est la puissance des réseaux sociaux. Quelqu'un se saisit d'un truc, ça crée une trend, c'est fini, ça part pour eux. Et tant mieux pour eux, hein, c'est super. Nous, on est contents de voir l'Eurovision se diffuser. Hein. Mais je pense que surtout ce qui traîne sur TikTok, c'est aussi par rapport au moment. Je pense à Snap, je pense à Deslocado. Là, c'est, enfin, je veux dire, juste après l'Eurovision, il y a l'été. C'est chill, tu vas sur la plage, tu penses à ça. Snap, je pense aussi c'était une sorte de tiens, on est tranquille, et ça a explosé pendant l'été. Et d'ailleurs, enfin, j'en discutais aussi avec une amie où on faisait un peu la review de avant 2022 de toutes les chansons et on s'était dit Snap, ça peut percer, et ça a percé. Je suis un peu fier de ça, tu vois. Mais ouais, et Duncan Lawrence, ça a marché parce qu'il y avait un côté émotion, un côté c'est mélancolique. Après, c'est les trends TikTok, ça c'est quelque chose de nouveau qu'il n'y avait pas avant. Ouais, ça peut marcher comme très bien. Là, on avait vu des chansons pendant les previews qu'on fait au sein de Java France. On voit des chansons, on se dit ça marcherait de fou sur TikTok. On les a jamais entendues. Donc voilà. Peut-être que l'heure viendra, on verra. Peut-être pas, parce que bon, pas des visionnaires de TikTok, mais why not. Est-ce qu'il y a d'autres arguments? Je pense qu'on est bon. Parce que moi, j'ai demandé, puisque je suis une vieille personne, mais je suis très moderne. Ah bon? Oui. Et je suis connectée avec mon temps, et donc j'ai demandé à ChatGPT. Quoi? Oh. Oh la honte! ChatGPT! ChatGPT! Je lui ai demandé son avis à ChatGPT, il m'a donné plusieurs arguments nets. Il a dit que selon lui, une bonne chanson Eurovision, c'est une chanson qui a une identité claire. Tu le disais, on s'en souvient, quelque chose qui est marquant, à l'image de Toy, m'a-t-il cité. Non, visuellement, c'était hyper impactant. On s'en souvient de cette performance. La poule! Ouais. Non, on s'en souvient de la Si, poule. oui, la oui. poule. Si, on se C'est pas la souvient. plus impactante selon moi, mais d'accord, ok. On s'en Quand même, souvient. on s'en souvient. Comme il est un peu d'accord avec moi, je concède cet argument à ChatGPT. Merci. Il m'a également dit, donc, mais ça on en a déjà parlé, qu'il me fallait un interprète charismatique, un sujet universel, l'amour, l'espoir, la lutte, tu nous en as parlé Maëlle. Jusque-là, ChatGPT nous apprend pas grand-chose. Hein. Il nous dit, et ça peut-être qu'on l'a pas suffisamment dit, qu'il faut créer un moment de communion, un moment fédérateur. Et là, il cite Arcade, avec le où toute la salle l'a fait. Typiquement, la Croatie aussi, on n'en a pas reparlé, la Croatie 2024. On était dans la salle, c'était Ça tremble. effervescent. Ah oui. La salle, elle a explosé. Et je me suis dit, waouh, d'accord, c'est peut-être le seul qui peut mettre les mots en danger. Parce que c'était hyper puissant en termes de moment de communion. Et il nous dit, et ça, pareil, on n'en a peut-être pas suffisamment parlé, que ça arrive au bon moment politique et culturel. C'est pas seulement un moment de mood de l'époque, c'est un moment dans un contexte géopolitique, dans un contexte culturel,
Et ça, c'est vrai, il a raison là-dessus. Chat, on te le concède. Non, mais qu'est-ce qu'il est smart. Voilà. Mais non, mais c'est un état de fait, hein, la politique. Je pense que dorénavant, on ne peut plus s'en cacher. Ça a un impact sur l'Eurovision, c'est net. Voilà. Toujours est-il que Chat, dans sa grande générosité, m'a proposé une chanson Eurovision. Alors, les copains, j'ai dit oui à Chat. J'ai dit Chat, je vais faire ça avec toi. Oh my God. On va composer together une chanson. Je m'attends au pire. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, Je suis pas sûre d'être prête. on a hâte surtout, je crois là. Vous êtes prêts les copains? Je suis lumière. Dans l'ombre d'un monde en veille, où les cœurs battent en sourdine, j'ai trouvé des éclats de soleil dans les silences qui s'inclinent. Et même si la nuit me garde, je vois danser des éclats d'espoir. Au fond du noir, une flamme bavarde murmure, tu peux encore y croire. Tu peux encore y croire. Ce feu qui vibre dans mes veines me fait tempête, me fait reine. Rien n'est un fait de je suis là, je suis lumière. Je suis Alors? Hop là. On a dit quoi? Je suis pas sûr, peut-être. Ouais, Ouais, bon. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière? Bon. Notre conclusion, ça va être que l'IA, c'est cool, c'est rigolo. Les artistes, c'est mieux. La composition originale, également. On espère que vous avez quand même apprécié ce moment parce qu'on y a travaillé à cette ânerie. Écoutez, en tout cas, nous, on est avec les artistes très forts et on les soutient. On espère qu'on aura de très belles propositions musicales pour les Eurovisions à venir. En tout cas, peut-être que notre conclusion pour cet épisode, c'est que finalement, la recette pour l'Eurovision, Il n'y a pas de science qu'il y a pas exacte. de recette. Ouais, il y a pas. nous, on vous a donné tous nos drapeaux verts, nos green flags, tout ce qu'on aime voir à l'Eurovision. Mais voilà, il n'y a pas de recette exacte, ce n'est pas une science exacte. Tu as tout à fait raison, Maxime. Il peut se passer plein de choses à l'Eurovision et c'est peut-être ça la merveille de ce concours. C'est un concours qui est plein de surprises, qui est plein de découvertes. Et c'est une chance pour nous de vivre ça tous les ans, d'avoir l'occasion de se confronter à tant de choses aussi variées. Donc on est ravis de ça, on est ravis de le partager avec vous. Et on espère continuer cette aventure avec vous également. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, pour vous, qu'est-ce que c'est une bonne chanson Eurovision? Qu'est-ce que vous attendez de voir sur la scène de ce fabuleux concours? Dites-nous ça dans les commentaires, on vous lit, on réagira. Ça nous fait plaisir en tout cas. Voilà, on essaye de se retrouver très vite pour de nouvelles aventures. Trouvons la lumière ensemble. Et trouvons la lumière. N'oubliez pas, there's a light in you. There is a night in you, Forever. which is not a winning song, hein, obviously. Ah bah, j'ai un petit doute. Bisous. À très vite, bisous, on vous aime. C'est le rendez-vous Eurovision. Une planche de fromage, du vin et du saucisson. Parlons chansons entre copains pour faire la fête. Bienvenue chez les justes baguettes.